Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous vous recevons aujourd'hui afin de parler de votre dernier ouvrage, Discipliner la finance, un livre que j'invite à lire tous ceux qui cherchent à comprendre les interactions entre finance et économie. Car si le titre sonne un peu comme un programme, ces 200 pages sont d'abord une plongée dans les causes et la nature des crises économiques et financières. Elles nous fournissent un aperçu très documenté et je trouve très bien vulgarisé des risques qui planent au-dessus de nos têtes en tant qu'investisseur, bien sûr, mais également en tant que citoyen et simple agent économique. Le projet qui sous-tend cet ouvrage est manifestement, mais vous allez me le confirmer, de déterminer la nature de la prochaine crise qui s'abattra sur nous et de voir quels sont les moyens de la prévenir. Et je vous confesserai, Patrick, qu'en refermant Discipliner la finance, eh bien, je me suis dit on n'est pas sorti de l'auberge. Mais avant de débattre des risques que vous pointez et des propositions que vous faites pour les contenir, un des points cruciaux sur lesquels vous insistez est qu'aujourd'hui, c'est la finance qui, par sa taille colossale, origine les crises économiques et non l'inverse. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que les faits observés confirment complètement l'intuition. Dans les années 60, 70, 80, les crises partent de l'économie réelle. Il y a des récessions. Alors, les ménages arrêtent d'acheter des logements, les entreprises arrêtent d'investir, et ce sont les récessions qui ensuite créent des problèmes dans la finance. Quand il y a des récessions, les marchés boursiers baissent, les individus qui perdent leur emploi ont des problèmes pour rembourser leurs dettes. Les marchés boursiers ne sont que le thermomètre. Et voilà, ils sont le thermomètre de l'économie réelle. Et depuis le milieu des années 90, la causalité est complètement renversée. C'est-à-dire toutes les crises partent de la finance. Alors rappelez-vous, la fin des années 90, c'est la crise des actions, et 2008, c'est une crise de l'immobilier, de l'endettement des ménages, des crises des émergents, mais qui sont liées à l'endettement des émergents, à l'endettement extérieur en particulier, et la causalité est vraiment dans l'autre sens. Alors bien sûr, c'est normal, puisque la finance est devenue gigantesque. Aujourd'hui, la finance, c'est 400 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 années du PIB du monde. Oui, parce que le PIB mondial, c'est 90 000. 90 000, voilà. Et donc, on a 500 000, presque, 400 000 milliards de dollars, donc c'est presque 5 années de PIB. On était autour de 2 années et demie de PIB il y a 20 ans. Et donc, c'est tellement gros que c'est ça qui domine. Mais alors, qu'est-ce qui explique, puisque vous dites que la taille est le facteur déterminant, qu'est-ce qui explique que la finance est crue de cette façon? Oui. Alors, il faut comprendre que la finance, c'est ce qui transforme l'épargne en financement des investissements, essentiellement, ou des déficits publics. Et dans un monde où, par exemple, il n'y aurait que des petites entreprises familiales qui se financeraient avec leur profit, avec l'argent de la famille, il n'y aurait pas de finance, puisque chacun financerait sa petite entreprise. Donc la taille de la finance reflète la difficulté qu'il y a à transformer l'épargne en financement de l'économie. Alors pourquoi est-ce que la finance a tellement augmenté depuis 20 ans ? Parce que les dettes publiques ont considérablement augmenté, donc il a fallu amener l'épargne vers les dettes des États. 2, parce que les taux d'intérêt ont été extrêmement bas, et donc les entreprises ou les particuliers ont considérablement privilégié le financement par la dette. Donc il a fallu transporter l'épargne en crédit aux entreprises, en obligations d'entreprise, en crédit aux particuliers. Mais qu'on comprenne bien, en fait, quand on parle de développement de la finance, on parle du développement de la dette. Pas seulement la dette. La finance, c'est la dette. Alors le crédit, les obligations. Dans les obligations, un gros morceau, bien sûr, c'est les obligations des États qui financent les déficits publics, puis c'est les marchés d'actions, essentiellement. Alors les marchés d'actions, c'est, en termes relatifs, c'est de plus en plus petit dans la finance, et bien sûr, vous avez raison, ce qui croît le plus, c'est la dette. Et puis le troisième endroit qui joue un rôle massif, c'est la Chine, puisqu'on a une explosion du taux d'endettement en Chine, qui là est un phénomène assez amusant, qui d'ailleurs rend peut-être cette dette pas très dangereuse, c'est que les Chinois épargnent énormément. Et à cause des contrôles des capitaux, ils n'ont pas le droit de prêter cette épargne au reste du monde. Donc forcément, l'épargne des Chinois est prêtée à d'autres Chinois. Et donc forcément, la dette des Chinois augmente. Donc, alors à la fois c'est impressionnant, et en même temps, c'est une dette qui est simplement la contrepartie de l'épargne domestique énorme des Chinois. Il y a un mécanisme sur lequel il faut insister, et là j'insiste particulièrement sur la dette, c'est que, vous le dites très bien, l'endettement fait monter le prix des actifs, puisque finalement il y a une disponibilité d'argent qui doit se placer. La montée des prix des actifs favorise l'endettement. Oui, bien sûr. Alors il y a d'ailleurs toutes les crises sont des crises jointes des prix des actifs et de la dette. La crise de 2000, c'est parce que des entreprises s'étaient endettées pour faire des acquisitions avec des cours boursiers qui étaient trop hauts. La crise de 2008, c'est parce que les ménages s'étaient endettés pour acheter des logements à des prix qui étaient trop élevés. Donc vous avez parfaitement raison, c'est le couple prix des actifs dette qui en général déclenche les crises. Avec
un cas différent qui est le cas des pays émergents, où là le sujet c'est que beaucoup de pays émergents n'ont pas assez d'épargne pour financer leurs investissements. Donc ils sont obligés de s'endetter auprès des autres pays, et donc vous avez des pays qui chroniquement accumulent de la dette extérieure. Et périodiquement, ceci crée des crises de la dette. Donc il y a une crise financière répétitive depuis maintenant 25 ans, et dangereuse d'ailleurs, et qui est d'une nature différente, c'est cette crise des émergents qui n'arrivent pas à avoir suffisamment d'épargne pour financer eux-mêmes leurs investissements, et donc qui accumulent cette dette extérieure. Donc dans tous ces facteurs, quel est le facteur le plus important pour vous ? C'est quoi ? C'est la politique monétaire des banques centrales aujourd'hui, qui maintient des taux artificiellement bas et qui donc favorise l'endettement ? Alors ça, c'est plutôt ce qui s'est passé jusqu'à la crise de 2008. Donc la crise de 2008 est vraiment liée aux politiques monétaires qui ont laissé monter les dettes. Vous savez, il y a cette théorie, alors on dit en anglais, parce qu'en français c'est compliqué, c'est leaning against the wind, c'est-à-dire résister au vent, qui dit les banques centrales devraient, quand les économies vont bien, empêcher qu'on s'endette trop, que les prix de l'immobilier montent trop, et elles ne le font pas. Et donc ça, c'est vraiment la grande critique de la période 2002-2008, où les banques centrales partout dans le monde ont laissé monter les prix de l'immobilier, la dette, sans réagir. Et donc là, on aboutit à la grande crise de 2008. Depuis la grande crise de 2008, en tout cas dans les pays de l'OCDE, on a vraiment des choses qui sont moins inquiétantes. Le crédit au secteur privé a plutôt baissé en pourcentage du PIB, la taille des banques s'est plutôt contractée. Donc, politique monétaire, c'est vraiment... Alors, ça reviendra peut-être, parce que les taux d'intérêt sont toujours de zéro. Et donc, peut-être que ce type de crise va revenir, mais pour l'instant, on a plutôt d'autres soucis. Premier souci aujourd'hui, je pense, sur les dettes publiques. On a des niveaux d'endettement public qui ne sont supportables qu'avec des taux d'intérêt extraordinairement bas. Et aujourd'hui, évidemment, avec des taux... On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, au Japon, mais maintenant en France, en Italie. C'est trop tentant. Vous êtes le président Macron, vous avez une demande de pouvoir d'achat de la part des Français, des investissements publics qu'il faut faire dans la santé, dans l'énergie, etc., une demande de baisse des impôts, et vous pouvez vous endetter à 0,10%. C'est trop tentant. C'est trop tentant. Donc les dettes publiques augmentent. Et évidemment, tant que les taux d'intérêt sont de zéro, il ne se passe rien. Regardez le Japon. Là, il y a une question à laquelle la réponse est difficile, c'est quand et pourquoi est-ce qu'on aura une remontée des taux d'intérêt ? Si on avait une remontée brutale des taux d'intérêt, avec un retour brutal de l'inflation, on aurait une crise épouvantable, parce qu'on aurait une crise de toutes les dettes publiques dans les grands pays de l'OCDE, sauf l'Allemagne, qui est sur une autre trajectoire. Alors, on va revenir aux possibilités de sortie en fait, de cette spirale qui amène la finance à croître indéfiniment. Mais il y a un des facteurs aussi de progression de la finance, c'est le rôle particulier qu'occupent les États-Unis dans le dispositif mondial, économique et financier mondial. Alors ça, c'est un bout de la finance qui est important, c'est ce qu'on appelle le système monétaire international. En fait, c'est la partie de la finance qui est des transferts d'épargne, pas simplement à l'intérieur des pays. Donc les Français déposent dans les banques qui font des crédits aux entreprises, mais qui est des transferts d'épargne entre les pays. Et il y a ici deux choses qui sont très choquantes. Une dont on a déjà parlé, c'est le côté erratique et oscillant des flux de capitaux vers les pays émergents. Et quand les capitaux se retirent des pays émergents, on fabrique des crises des émergents. Et la seconde chose qui est choquante, c'est que le système monétaire international organise le transfert de l'épargne du monde vers les États-Unis, puisque les États-Unis émettent la monnaie de réserve. Le pays qui émet la monnaie de réserve vend ses actifs financiers au reste du monde. Or, les États-Unis sont le pays le plus riche du monde, et donc le système monétaire international organise le transfert de l'épargne vers le pays où le niveau de vie est le plus élevé, ce qui est d'une profonde inefficacité, puisqu'évidemment, il faudrait transférer l'épargne vers les pays pauvres pour qu'ils puissent accumuler du capital. Mais on voit bien qu'il y a une contradiction, c'est que on a besoin pour émettre la monnaie mondiale d'un pays qui soit relativement sécurisant. On voit difficilement l'Inde émettre la monnaie mondiale, quoi. Et du coup, vous avez une anomalie qui est extraordinairement inefficace. En gros, c'est que les pauvres prêtent aux riches, quoi. Et que, en plus, alors c'est des choses que racontait un économiste belge qui s'appelle Robert Triefin il y a très longtemps, dans les années 60. Ça peut finir mal, parce que la chronique de Triefin, qui s'appelle Paradoxe de Triefin, qui est un truc qui ressort aujourd'hui... C'est que plus les États-Unis s'endettent, plus ils risquent d'aller vers la position d'insolvabilité qui pourrait amener les investisseurs à se défier du dollar. Exactement. Il y a étape 1,
je suis un pays très solide, rassurant, avec un marché de la dette publique extrêmement important, donc ma monnaie devient la monnaie du monde. Étape 2, j'abuse de cette position pour m'endetter à des taux d'intérêt extrêmement bas, et c'est exactement Trump qui fait du déficit public financé par le reste du monde, quoi, je veux dire. Étape 3... Mais Trump ne l'a pas inventé. Ah ben c'est triste, hein. Non, mais ça date des années 60. Hein. Non, mais c'est un processus long, c'est ce que je veux dire. Oui, mais là, il a bien compris. Il amplifie a bien le phénomène. compris que le reste du monde allait lui prêter de quoi faire des déficits publics qui lui permettront d'être réélu, ce qui est quand même assez génial comme stratégie. Et étape 3, le monde perd confiance dans la solidité du pays et change de monnaie de réserve. Alors c'est ce qu'on a vu dans les années 1920 avec la livre sterling, qui brutalement perd son statut de monnaie de réserve au profit du dollar. Aujourd'hui, il faut une monnaie de remplacement. Or, malheureusement, la monnaie de remplacement, elle n'existe pas. Donc, même ça ne peut pas être l'euro. D'ailleurs, vous l'écrivez bien. L'euro, le parce vrai qu'en sujet... fait, il n'y a pas une dette de la zone euro. Oui, parce qu'il faut quand même que vos auditeurs comprennent que ce n'est pas une monnaie qui est la monnaie de réserve. Ça ne veut rien dire le dollar. Ce qui est monnaie de réserve, en réalité, c'est essentiellement les obligations du Trésor des États-Unis. C'est ça qu'on achète. Et donc, il faudrait qu'on puisse acheter des obligations du Trésor de la zone euro. C'est-à-dire une grande dette. Mais ce n'est pas le cas. En fait, on achète des dettes de pays. Mais oui, mais du coup, on achète un petit peu d'Allemagne, un peu de France, un peu de Pays-Bas. Avec chacun leur particularité. Et puis avec des ratings, des qualités de dette qui ne sont pas les mêmes. Et donc, en gros, l'euro ne peut pas servir de monnaie de réserve. Non, trop segmenté. Il faudrait une dette de l'euro. Et le yuan, c'est trop tôt. Le yuan, le problème, c'est qu'il y a tellement d'épargne en Chine que tous les actifs financiers sont achetés par les Chinois. Donc il ne reste rien pour les autres. Donc les non-résidents ont un accès extrêmement limité au marché financier chinois. Pas que ce soit régulé, mais parce que simplement, il n'y a rien à acheter, quoi. Et donc, le dollar survit comme monnaie de réserve parce qu'il n'y a pas de concurrent crédible. Bon, alors, on récapitule. Donc, on a eu une finance qui s'est accrue considérablement du fait des politiques monétaires expansionnistes, très bien, entre autres. La répression financière aussi aide. Alors, la répression financière, on reprécise le concept, c'est en gros les autorités qui édictent des règles pour contraindre les flux d'épargne à se router dans certains actifs. Exactement. Exemple typique, la Chine, où il y a des contrôles sur les sorties de capitaux, donc un Chinois ne peut pas prêter au reste du monde. Mais là, la Chine a donc construit ce système qui permet à son endettement de monter tout en contrôlant par l'épargne locale et à ne pas perdre son épargne, quoi, à forcer l'épargne à rester en Chine. Il y a aussi donc, le rôle assez pernicieux des États-Unis, puisque, vous l'avez dit, les pauvres prêtent aux riches. Et donc nous perdons de la croissance mondiale. Et il y a aussi un point, on ne peut pas non plus totalement l'omettre, c'est l'exigence du capitalisme. D'ailleurs, vous en parlez dans votre bouquin. C'est que cette exigence, c'est quoi? C'est des rentabilités de capitaux de plus en plus élevées. Donc ça incite les entreprises, pour ne pas diluer les actionnaires, à endetter. Pourquoi? Oui, alors évidemment, on en parlait avant. Le fait que à l'intérieur de la finance, le poids des actions diminue et le poids de la dette augmente, c'est-à-dire qu'on a choisi explicitement de se financer par l'endettement. Et donc il y a effectivement deux explications essentielles. La première, que vous avez déjà mentionnée, la première, c'est les taux d'intérêt très bas mis en place par les banques centrales qui poussent à l'endettement. Le financement par la dette est devenu beaucoup moins cher que le financement par les actions, par l'equity. Et deuxièmement, pour obtenir une rentabilité du capital de 15% quand les taux d'intérêt sont très bas, la seule façon, c'est le levier d'endettement, donc c'est de mettre de la dette, de racheter les actions. Il y a des rachats massifs aux États-Unis, rappelez-vous. L'année dernière, on a eu plus de 1000 milliards de dollars de rachats. Absolument. Donc on fait monter artificiellement, d'ailleurs, les bénéfices par action de cette façon-là. Oui, à la fin, il reste... Mais d'ailleurs, c'est un truc très intéressant à dire, qui est un peu... note de bas de page, mais à l'intérieur de la finance, les actions cotées deviennent un actif tout petit. Les actions non cotées, c'est-à-dire le private equity, les entreprises familiales, c'est devenu beaucoup plus gros que les actions cotées. Aux États-Unis, il y a 2 fois plus d'entreprises qui sont détenues par des fonds de private equity que d'entreprises cotées en bourse. Donc le coté devient extrêmement petit, et une des raisons, c'est le levier qui fait qu'on rachète des actions. Alors, on a énumérer les causes de la montée de la finance, très bien, mais alors, vous l'avez également évoqué, et ça c'est important, c'est que c'est la relation entre la taille et les flux. Et c'est ça qui déséquilibre en fait pas mal de pays et provoque des crises, notamment dans les émergents. Parce que, et ça vous en parlez assez précisément dans votre ouvrage, c'est que, en gros, les entrées et les sorties de capitaux sont massives et extrêmement rapides. Et que
les pays les plus fragiles, c'est-à-dire les émergents, vont au tapis généralement. C'est ça. En fait, le risque, il est là. Le risque, c'est... Alors d'abord, vous le résumez bien, le lien avec la taille de la finance, c'est que plus les encours financiers sont grands, et en particulier plus la quantité de monnaie qui a été créée est grande, plus les flux de capitaux deviennent de grande taille, parce que j'ai de plus en plus, pour dire simplement, de munitions qui peuvent aller d'un actif financier à un autre ou d'un pays à un autre. Donc on voit cette ouverture incroyable de la taille des flux de capitaux vers les émergents, mais aussi vers l'Europe. Enfin, c'est un phénomène mondial. Donc. Et ces capitaux vers les émergents ont la particularité d'être complètement erratiques. Hein. Donc ils sont de grande taille erratiques. Et chaque fois que les capitaux sortent, il y a une crise de change, hein, que les taux de change se déprécient, donc les taux d'intérêt montent, les pays rentrent en récession. Donc, et cette déstabilisation, elle est bien liée à la taille des flux de capitaux. Elle est liée à la taille et aussi à un phénomène qu'on doit absolument souligner, c'est la mondialisation de la finance. Alors, on reviendra dans une autre émission sur une évolution que vous soulignez vous-même, qui est la démondialisation, ou l'arrêt de la mondialisation, mais de la sphère économique. Par contre, en ce qui concerne la finance, on a bien une mondialisation. Oui. Et du coup, ça favorise le type d'accident auquel vous faites référence. Oui, c'est-à-dire que on était dans les années 70-80, ce qui est assez étonnant d'ailleurs qu'on parlait de crise financière. La fin du système de Bretton Woods en 71, c'est parce que les États-Unis ne peuvent plus gager la détention de dollars par le reste du monde, par leur stock d'or. Hein. Donc c'est un truc très particulier. Mais à cette époque, il n'y a pratiquement aucun flux de capitaux internationaux. Les flux de capitaux servent uniquement, c'est des flux publics en fait, entre banques centrales qui règlent les excédents ou les déficits du commerce extérieur. Mais quand vous regardez la taille des flux de capitaux, ils sont pratiquement... Il n'y en a pas, quoi. C'est très très impressionnant. Et puis, alors aujourd'hui, bien sûr, on a cette explosion des flux de capitaux du secteur privé, hein, et qui vient de ce développement tout à fait considérable de la finance. Évidemment, pour arrêter ça, c'est extrêmement compliqué, puisqu'il faudrait sans doute, d'une part, discipliner les banques centrales, c'est-à-dire qu'elles fassent effectivement ce fameux leaning against the wind, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas monter exagérément les taux d'endettement. La théorie des banques centrales aujourd'hui, c'est que ça ne serait pas efficace, qu'il vaut mieux laisser l'endettement monter et pas freiner l'économie quand elle est en croissance, quitte à ensuite intervenir massivement s'il y a une crise. Hein. Donc c'est une théorie qui fabrique de la hausse de l'endettement. Il faudrait discipliner les États-Unis, parce qu'il faudrait qu'ils arrêtent d'abuser du rôle du dollar pour augmenter considérablement leur dette extérieure. Hein, on n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas du tout le chemin. Et puis, ni pour les banques centrales d'ailleurs. C'est bien pour ça que je vous disais que j'estimais qu'on n'était pas sorti de l'auberge. Oui, oui. Non. Et alors après, si vous voulez, la vraie question... c'est qu'effectivement, aujourd'hui, évidemment, c'est une question absolument centrale. C'est les taux d'intérêt étant extraordinairement bas, il est extrêmement difficile en réalité d'avoir une crise financière. Toutes les crises financières du passé se déclenchent au moment où les taux d'intérêt remontent. Hein, puisque là, on corrige. Là, c'est interdit, quasiment. Bah là, les banques centrales, enfin, il y a une espèce de... quasiment, ça il y a un presque engagement presque un engagement, en tout cas ça ressemble à ça, des banques centrales, de ne pas remonter les taux. Et donc, effectivement, ça crée une situation extrêmement dangereuse, parce que tout le monde est solvable à n'importe quel niveau d'endettement. Donc, comme tout le monde est solvable à n'importe quel niveau d'endettement, tout le monde continue à s'endetter, sauf ceux qui ont des philosophies très différentes. L'Allemagne, par exemple, est totalement différente, mais c'est un pays tout seul parmi tous les autres. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, la tentation est trop grande, et donc on va continuer à voir monter les endettements. Et après, la question est centrale, est-ce qu'il peut se déclencher quelque chose qui va faire remonter les taux d'intérêt? Et la réponse? Et la réponse, c'est malheureusement qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est un problème de marché du travail, en réalité. Aujourd'hui, vous voyez aux États-Unis ou en Europe, ou au Japon depuis très longtemps, que même au plein emploi, les salaires n'augmentent plus. Donc, comme même au plein emploi, les salaires n'augmentent plus, même au plein emploi, il n'y a pas d'inflation, et donc, on garde des taux d'intérêt bas, même au plein emploi. Ce qui déclenchait les crises dans le passé, c'est que le plein emploi ramenait l'inflation en ramenant des accélérations des salaires. Ceci a disparu avec des marchés du travail complètement flexibilisés, des mauvais jobs dans des petites entreprises de services, hein. Appelons ça la perte de pouvoir de négociation des salariés, qui est planétaire. Hein. Et donc, tant qu'on est dans cet équilibre-là, tout le monde est solvable. Donc vous êtes le gouvernement du Japon, votre dette publique c'est 240% du produit intérieur brut, mais vous êtes solvable parce que les taux d'intérêt sont négatifs. Hein. Le jour où pour une raison quelconque les taux d'intérêt remontent,
Tout va au tapis. On va avoir une crise épouvantable. Alors, qu'est-ce qui peut faire remonter les taux d'intérêt ? Un changement des politiques du marché du travail. Je prends toujours le même exemple. Supposez qu'un démocrate de gauche gagne des élections aux États-Unis. Ça aurait pu être Bernie Sanders, ça sera peut-être des démocrates plus jeunes qu'on voit apparaître aujourd'hui, qu'il augmente de 50% le salaire minimum. Vous avez de l'inflation, la Réserve fédérale montera les taux d'intérêt. Supposez que le Labour gagne les prochaines élections générales en Angleterre, il y aura une hausse massive des salaires, et vous aurez de l'inflation, et la Banque d'Angleterre montera les taux d'intérêt, etc. Donc on peut avoir de nouveaux gouvernements ayant des politiques du marché très très fort. Et puis le protectionnisme. Si par malheur on va dans un monde, alors c'est pas le cas aujourd'hui, il y a une espèce de panique autour de ça, mais le protectionnisme est inflationniste, puisqu'on taxe ce qu'on importe et on se force à fabriquer dans le pays ce qui serait fabriqué à des prix plus bas ailleurs. Donc le protectionnisme est inflationniste. Si on allait vers une extension dramatique du protectionnisme, l'inflation viendrait aussi. Donc on pourrait avoir une double crise, à la fois la crise du protectionnisme et la crise de la remontée des taux. Bon, on ne peut pas faire grand-chose pour prévenir tout ça. Le problème aussi... pour le moment, de toute façon, ça semble assez hypothétique, mais si ça advenait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Imaginez que... Prenez le scénario le pire, donc c'est le retour d'une social-démocratie de gauche aux affaires dans les grands pays de l'OCDE, des politiques du marché du travail très différentes. Donc on retrouve les marchés du travail des années 70-80, donc avec des syndicats puissants, des salaires qui augmentent vite, très forte hausse des taux, et il y aura, à ce moment-là, il y aura des défauts sur les dettes publiques. Il y a des pays qui devront restructurer leurs dettes. Bon, on voit bien que c'est une question complexe. On reviendra tout de même justement à la question des inégalités, parce que vous parliez de... C'est un thème qu'on n'a pas abordé là, mais la bipolarisation du monde du travail, qui est un thème aussi majeur et à mon avis qui pourrait faire basculer les choses parce qu'un certain nombre de mouvements sociaux auxquels on assiste marquent bien en fait le problème de ces politiques de taux d'intérêt réduits, puisque là on favorise tout de même ceux qui détiennent le patrimoine. Aux États-Unis, 30% des Américains en bas de l'échelle des revenus ont le même pouvoir d'achat qu'il y a 30 ans. Voilà, donc c'est un problème crucial. Et donc, quand on songe à ce qui pourrait déclencher les choses, la crise sociale est un des facteurs aussi qu'il faut... Crise sociale, moi j'appelais ça retour aux affaires de socialistes, ou de sociodémocrates de gauche. La gauche du Parti républicain, le Labour, et qui aurait effectivement des politiques du marché du travail et des salaires très différentes. Mais on voit bien que aujourd'hui on est dans une sorte d'impasse où on continue d'avancer allègrement. Patrick, merci. Merci Vincent.